Si je vous disais qu'un ours s'est retrouvé au milieu d'un immense trafic de cocaïne, puis d'un accident d'avion, avant de devenir une mascotte, puis la star d'un film complètement déjanté. Vous ne me croirez pas? Eh bien pourtant, toute cette histoire est vraie, et je vais vous la raconter. Tout commence dans le Kentucky, à Lexington plus précisément. C'est dans cette ville que Andrew Carton Thornton, deuxième du nom, voit le jour le 30 octobre 1944. Son père, Carter Thornton, est un cavalier réputé qui fonde et dirige avec sa femme Shrevminster, un haras de renom connu dans tout l'État. Le jeune Andrew grandit donc dans une famille aisée, ce qui lui permet d'étudier à la prestigieuse Sayre School de Lexington et d'être inscrit au Polo Iroquois Club. Oui, dans sa famille, tout tourne autour du cheval. Drew, comme le surnomment ses amis, continue ses études et rejoint l'académie militaire de Sewanee, dans l'état voisin du Tennessee, dont il sort diplômé en 1962. Il suit des cours durant un semestre à l'université du Kentucky, avant de finalement s'engager dans l'armée comme parachutiste. Il sert alors dans la 101e division aéroportée, et est envoyé avec plusieurs de ses camarades de l'armée en République dominicaine, où une guerre civile a éclaté quelques semaines plus tôt. Andrew se blesse au combat et revient ensuite aux États-Unis, où il est décoré de la médaille Purple Heart. Après avoir combattu dans l'armée américaine, Andrew retourne un an à l'université, puis il rejoint pendant un temps l'affaire familiale dans le Kentucky pour s'occuper des chevaux du haras. À côté de ça, il s'adonne à ce qui est devenu un de ses hobbies, sauter en parachute. Il obtient également une licence de pilote d'avion et s'entraîne sur son temps perdu. Mais bon, même s'il pratique ces deux passions de temps à autre, il faut bien le dire, Andrew s'ennuie comme un rat mort. Et ouais, faut s'imaginer que quelques mois auparavant, Drew s'apprêtait à sauter depuis un avion militaire et à être parachuté dans la jungle dominicaine, tout ça avec une arme à la main. Donc forcément, élever des chevaux dans le ranch familial du Kentucky, niveau adrénaline, on a vu mieux. C'est pourquoi en 1968, Andrew Thornton décide de changer totalement de vie et de rejoindre la police. Là, quand il patrouille dans les rues de Lexington, il retrouve l'adrénaline et le style de vie qu'il avait connu à l'armée. À cette époque, c'est l'effervescence du mouvement hippie. Donc à chaque coin de rue, on croise des jeunes aux cheveux longs avec des t-shirts Flower Power et des signes Peace and Love. Mais ce qu'on trouve surtout, c'est un max de drogue. Pour lutter contre le trafic et la consommation de drogue, de nombreuses unités sont mises en place au sein de la police et c'est ainsi qu'en 1970, il rejoint le département des narcotiques dans lequel il travaille 3 ans. Retenez bien cette info, parce qu'elle a son importance pour la suite. En plus de son poste de policier, Andrew Thornton prend des cours du soir à l'université du Kentucky, et il obtient une licence de droit en 1976. Il quitte finalement la police en 1977 et exerce quelque temps comme avocat à Lexington. Là, vous vous dites, ok, il est bien gentil, mais quand est-ce qu'il arrive l'ours? Bougez pas, il arrive très bientôt. Mais d'abord, continuons sur l'histoire de notre bon vieux Andrew. Bon, jusqu'ici, vous connaissiez Andrew le gars sympa, qui certes appréciait un peu les sensations fortes, mais a surtout servi dans l'armée, puis comme policier et enfin comme avocat. Bref, Thornton est pas loin d'être le gendre idéal. Eh bien, laissez-moi vous présenter Bad Andrew, ou Devil Andrew. Bref, vous l'appelez comme vous voulez, en tout cas, voici la version badass d'Andrew. Le Andrew qui respecte pas trop les lois, quoi. En 1981, son nom est cité dans un tribunal de Fresno, en Californie. Et c'est ni pour parler de sa carrière de policier, ni pour exercer en tant qu'avocat, mais parce qu'il est accusé dans une affaire de vol d'armes dans un complexe militaire du gouvernement et de trafic de drogue. Ah, je vous avais prévenu, hein. Andrew le gentil, c'est fini. Si les charges sont finalement abandonnées contre lui concernant le vol d'armes, il est toujours accusé d'importation de marijuana. Il plaide non coupable et fuit la Californie avant de se faire rattraper en Caroline du Nord, en possession d'une arme à feu et vêtu d'un gilet pare-balles. Thornton écope finalement de 6 mois de prison, une amende de 500 $ et il perd sa licence d'avocat. Comme si ça suffisait pas, son nom est également cité plusieurs fois par la justice dans des affaires de meurtre, et plusieurs rapports le présentent comme un membre à part entière d'un groupe appelé The Company. Une organisation décrite dans un acte d'accusation fédérale comme, je cite, un syndicat de la drogue et des armes à feu avec plus de 300 membres et 26 millions de $ en bateaux et avions. Ok, on avait compris que Andrew s'ennuyait un peu à élever des poneys avec papa, mais là il y a quand même un gap. Après avoir répondu plusieurs fois à la justice, Andrew disparaît totalement des radars.
Le 9 septembre 1985, Thornton est de retour. Il prend les commandes d'un Cessna 404 bimoteur en compagnie d'un ami. Cette fois-ci, il n'a pas prévu de survoler le Kentucky, mais plutôt un territoire un peu plus exotique. Direction Monteria en Colombie, pour y acheter 400 kg de cocaïne. 2 jours plus tard, alors qu'il est sur le chemin du retour et qu'il survole le Kentucky, il écoute les différentes fréquences radio et s'aperçoit que des agents fédéraux le surveillent. Pour éviter de se faire capturer, lui et son ami décident d'abandonner son avion. Ils activent alors le pilote automatique et passent à l'arrière de l'appareil. Là, ils attrapent plusieurs sacs de l'armée remplis de cocaïne et les jettent à l'extérieur. Puis Andrew récupère les derniers paquets de cocaïne, les accroche autour de son torse et saute de l'avion avec son parachute. 8 heures plus tard, un résident de Knoxville qui est rentré chez lui découvre un corps dans son allée. Quand la police arrive, elle identifie Andrew Thornton. Le trafiquant est affublé d'un gilet pare-balles, de mocassins Gucci et de lunettes de vision nocturne. Sur lui, les policiers trouvent également 2 pistolets, des couteaux et 4 500 $ en liquide. Mais surtout, 35 kg de cocaïne et une clé d'avion. Oui, je sais. Vous vous dites, ce crack d'Andrew a sauté des centaines de fois en parachute parfaitement. Et là, alors qu'il lâche un avion en plein vol qui était jusque-là rempli de cocaïne, il s'écrase comme une crêpe dans une allée résidentielle du Kentucky. Et bah ouais. En fait, selon une des théories des enquêteurs, son parachute ne s'est tout simplement pas ouvert à cause de la drogue qu'il avait attachée sur lui. Si son ami n'est pas retrouvé tout de suite, le Cessna 404 qu'il pilotait, lui, est finalement découvert à moins d'une centaine de kilomètres de là, à Hayesville, en Caroline du Nord, et les enquêteurs font le rapprochement avec la clé qu'il avait sur lui. Bon, les enquêteurs sont persuadés qu'ils vont trouver une quantité de drogue plus importante que ce qui était autour de Thornton. Donc, ils ratissent autour de la zone. Ils finissent par retrouver plusieurs paquets de cocaïne non loin de là, puis 4 jours plus tard, ils tombent à nouveau sur 65 kg de drogue, qui était coincée dans un arbre. 3 mois plus tard, le Georgia Bureau of Investigation fait une découverte plutôt étonnante. Dans la forêt de Chattahoochee, au sud de la frontière entre le Tennessee et la Géorgie, les enquêteurs tombent sur un ours de 80 kg. Jusque-là, rien d'anormal, vous me direz. Mais attendez un peu la suite. L'animal qui est mort se trouve juste à côté d'un sac de l'armée avec plusieurs dizaines de paquets de cocaïne déchirés. La cargaison de 40 kg de poudre colombienne pure à 95% est totalement éventrée. L'animal s'est donc offert un casse-dalle à 20 millions de $. Bon, le médecin légiste arrive par la suite et analyse le corps de l'ours. Après plusieurs examens, il estime que la bête qui est morte depuis environ 4 semaines a absorbé 3 ou 4 grammes de cocaïne, même s'il a pu en ingérer plus. Un rail géant qui a malheureusement provoqué une overdose pour l'ours qui a fini par succomber. Bon, là vous vous dites, un ours noir qui s'envoie 4 grammes de poudre colombienne en pleine forêt du Kentucky, c'est déjà pas mal. Mais attendez de voir la suite. Le corps de l'animal est finalement conservé et empaillé. Il est ensuite vendu aux enchères et offert à Waylon Jennings, un chanteur de country qui l'affiche fièrement chez lui. Puis l'ours est une nouvelle fois revendu et exposé dans un magasin de médecine traditionnelle chinoise. Bon, déjà que cet ours a eu une fin de vie plutôt étrange, on lui offre une seconde vie encore plus bizarre. Mais c'est pas fini. La dépouille de l'ours est rachetée une 3e fois. Il est encore exposé, mais pas n'importe où. Il est de retour à la maison ou presque. Cette fois-ci, c'est le magasin Kentucky for Kentucky qui met la main dessus. Kentucky for Kentucky, ou K4K, c'est une boutique de souvenirs qui vend des produits de la région. Mais ça, c'est vraiment sur le papier. Dans la vraie vie, les gérants ont affiché fièrement la dépouille de l'ours qui avait déjà été surnommé Cocaine Bear et ils l'ont affublé d'un nouveau petit surnom, Pablo Escobar. C'est bon, vous l'avez ? L'ours est non seulement affiché à l'entrée du magasin, vêtu soit d'une panoplie de thugs en été, soit d'une chapka en hiver, logique, mais les gérants de K4K ne s'arrêtent pas là. Ils développent une ligne de vêtements autour de l'image de Pablo Escobar. Et ça marche. Selon les gérants, des touristes du monde entier qui se rendent dans le Kentucky font un petit détour par la boutique chaque année et n'hésitent pas à acheter des vêtements du meilleur goût. Bon, vous imaginez bien que cette histoire de fou de narcotrafic et d'ours n'a pas échappé à l'œil affûté des scénaristes d'Hollywood. Mais au lieu de se contenter de l'histoire de base d'un ours qui fait une overdose de drogue, la réalisatrice l'a transformée en une bête furieuse qui pourchasse ses proies dans tout le Kentucky. Parce qu'après tout, le cinéma, c'est que du cinéma.
Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous l'avez aimée, n'hésitez pas à la liker, la partager et à vous abonner à la chaîne de 20 minutes. Dites-nous également en commentaire si vous souhaiteriez que l'on parle d'une personne qui a inspiré un film ou une œuvre en général.